environnementale de Moulis, qui en fait existe depuis 2007, mais auparavant et depuis 1948, c'était en fait un laboratoire souterrain qui s'était donc spécialisé dans l'étude de cet environnement, sous tous ses aspects, et notamment ses aspects biologiques, avec une grotte laboratoire dans laquelle étaient élevés et sont toujours élevés des animaux cavernicoles qui permettent de travailler et d'expérimenter dessus. Donc moi, j'étais déjà présent dans l'unité à cette époque-là, donc avant 2007, et je continue à travailler dans cette thématique quand mes autres fonctions me laissent un petit peu de temps. Donc ce que je vous propose, c'est de démarrer par un petit peu une définition de ce qu'on appelle les habitats souterrains, en dresser un petit peu un bilan et insister sur leurs caractéristiques qui vont influencer notamment les organismes qui y vivent. Ensuite, on verra un petit peu la biodiversité qu'on peut trouver dans ces différents habitats et essayer de catégoriser les espèces en fonction de leur degré d'inféodation par rapport au milieu. On balayera leurs évolutions et adaptations pour les formes les plus évoluées, on va dire. Ensuite, on verra rapidement les conséquences sur la dynamique des populations qui ont elles-mêmes sont importantes pour la conservation des espèces, puisque ce sont quand même des habitats qui peuvent être menacés, du moins localement. Donc, pour démarrer, qu'est-ce qu'on considère comme étant des habitats souterrains? En fait, ce sont tout un ensemble de cavités qui peuvent être creusées dans la roche-mère, quelle que soit la nature de celle-ci, donc aussi bien dans les calcaires, bien sûr, mais aussi dans d'autres types de roches. Et on va aussi inclure dans cette catégorie des cavités qui sont dans la glace, dans la neige, ou des cavités creusées par l'homme, mines, carrières et puits. Ces cavités étant remplies d'air, évidemment, pour les habitats terrestres, mais peuvent être aussi remplies d'eau douce ou d'eau marine. Donc un vaste ensemble, finalement, de cavités possibles. De façon un petit peu anecdotique, mais on verra que ce n'est pas tant le cas. Dans cette catégorie, on va considérer finalement l'environnement qui est sous le sol, qu'on appelle le milieu souterrain superficiel, donc qui se situe entre le sol et la roche-mère, qui est issu de la dégradation de la roche-mère, dégradation mécanique et chimique. Et donc, on a un éboulis, là, un amas de matière séparé par des cavités et qui va présenter exactement les mêmes caractéristiques que les autres habitats souterrains. On le verra. Avec le pendant pour le milieu aquatique, notamment ici d'eau douce, lorsqu'on a donc une rivière, tout simplement, qui fait son lit, sous le lit de celle-ci, on a ce qu'on appelle une zone hyporéique qui présente les mêmes caractéristiques. Et plus on va en profondeur vers la nappe phréatique, plus donc on va retrouver des habitats qui vont pouvoir être peuplés par une faune cavernicole aquatique typique. Alors, quand on a fait un petit peu le bilan de ce qu'on considère comme étant l'environnement souterrain où la vie peut s'implanter, potentiellement, c'est finalement sous toute la surface du globe, que ce soit continentale ou même marine, mais très largement méconnu jusqu'à maintenant. Vous avez ici un petit peu une cartographie finalement des habitats qui ont été référenciés, je ne dis pas vraiment étudiés, mais du moins où potentiellement donc, où on a identifié des habitats. Vous voyez que c'est quand même minime par rapport au potentiel sur la surface du globe. Donc un environnement qu'on connaît très très mal. Quelles sont les caractéristiques qui sont communes finalement à tous ces habitats souterrains? Le premier, évidemment, c'est l'obscurité constante tout au long de l'année, constante sur des échelles de temps, évidemment, on va dire infinies. Donc, obscurité constante qui va notamment, on verra, interdire pas mal de choses comme la vision. C'en est une.
C'est un environnement qui ne connaît pas de variation climatique. Ah, il y a une faute d'orthographe, excusez-moi, une petite coquille. Pas de variation climatique, également à des échelles de temps variables. Donc, au cours de la journée, au cours des saisons, il y a des échelles de temps beaucoup plus longues. Donc, un environnement très stable par rapport aux paramètres climatiques. C'est un environnement qui, donc, du fait de l'absence d'énergie lumineuse, ne permet pas de réaliser la photosynthèse, notamment donc, par les plantes qui ne peuvent pas être présentes sous terre. De façon anecdotique, on notera donc, qu'on aura alors un appauvrissement donc, en oxygène, hein, de façon assez générale, et plutôt un enrichissement du CO2, en CO2. Pas de production de matière organique donc d'origine photosynthétique, et on a essentiellement donc de la matière organique qui est présente sous terre parce qu'elle est importée de l'extérieur, donc elle est produite à la surface et elle arrive sous terre par différentes voies. La plus classique, c'est par infiltration, donc la pluie tombe sur l'humus, entraîne de la matière organique sous terre par infiltration. Localement, on a des quantités de matière organique qui peuvent être conséquentes sous terre, amenées directement par les animaux, notamment lorsqu'on a des grandes colonies de chauves-souris qui donc s'implantent dans des cavités et donc les animaux y laissant leur guano. Donc on peut avoir à ce moment-là des masses de matière organique qui arrivent comme ça sous terre. C'est évidemment surtout valable donc, dans les milieux tropicaux, subtropicaux ou en zone tempérée lorsqu'on a vraiment des essaims de chauve-souris qui sont très conséquents. Mais d'une façon générale, on a des ressources alimentaires qui sont très très rares en milieu souterrain, qui sont peu diversifiées et très très peu énergétiques. On passe maintenant un petit peu à découverte de la biodiversité et on va catégoriser les espèces en fonction de leur degré d'inféodation au milieu souterrain, en commençant par les espèces finalement qui vivent habituellement à l'extérieur, mais qui sont présentes sous terre de façon temporaire ou accidentelle, avec pour la plupart une utilisation de la cavité comme un refuge au cours du cycle de vie. Mais pour cette catégorie d'organismes, en fait, la contrainte sera limitée puisque, d'une façon très générale, elles se nourrissent à l'extérieur. Elles ne pourraient pas survivre, évidemment, sur les ressources in situ. Donc, l'exemple classique, ce sont les chauves-souris hein, qui vont retrouver le milieu souterrain, par exemple, la journée et développer une activité nocturne à l'extérieur, mais aussi trouver dans la cavité un refuge pour l'hibernation ou pour la reproduction et l'élevage des jeunes. De façon un peu anecdotique, je vous ai indiqué donc deux oiseaux ici qui ont une période de leur vie cavernicole. Donc en haut, c'est une petite, ce sont des salanganes, des petites hirondelles asiatiques qui viennent nidifier sous terre. On les connaît un petit peu, il y a eu beaucoup de reportages à une époque parce qu'en fait, elles font un nid en amalgamant avec leur salive différents matériaux et ces nids sont consommés, notamment en soupe. Ils ont développé un petit peu d'écolocation à l'exemple des chauves-souris pour pouvoir s'orienter sous terre. Dessous, c'est un oiseau de l'Amérique centrale qui est nocturne, frugivore, et la journée, il vient se reposer dans les cavités. Deuxième catégorie qu'on va différencier, ce sont des espèces qui sont capables de vivre aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, le premier exemple que je vous propose, c'est le procte des Pyrénées, ou Calotryton des Pyrénées maintenant, donc qui est un petit triton endémique de la chaîne, hein, qu'on retrouve que dans les Pyrénées. Et en fait, ils sont capables de vivre sous terre parce qu'ils ont en quelque sorte, pour faire simple, un premier degré d'adaptation. On le reverra plusieurs fois au cours de la présentation parce que c'est une espèce sur laquelle on a pas mal travaillé à Moulis et sur lequel je continue un petit peu de m'intéresser.
Autre exemple, en fait, des espèces qui ont à la fois des morphes épigées de surface. Donc, vous avez ici un petit poisson mexicain qui est pigmenté et oculé. Et ça, c'est la même espèce, mais avec donc une morphologie tout à fait différente. On voit qu'il est dépigmenté et aveugle. Et on a pratiquement tous les intermédiaires combinant donc un développement plus ou moins important des deux traits. On passe encore à un niveau supérieur d'inféodation vis-à-vis du milieu souterrain avec ce triton américain qui présente en fait une phase de développement à l'extérieur. En l'occurrence ici, c'est la phase jeune. Hein, on a une petite larve qui est oculée pigmentée, qui est capable de vivre à l'extérieur. Et à l'issue de la métamorphose, donc le juvénile, puis l'adulte, rentre sous terre et devient un cavernicole typique. Enfin, une troisième catégorie qui concerne vraiment les espèces qui ne peuvent vivre que sous terre. À l'extérieur, elles n'arrivent pas à se maintenir. Donc, elles sont obligées de se nourrir des ressources alimentaires qui sont présentes in situ, des ressources hypogées. Et donc, la totalité du cycle est souterrain. Une biodiversité certaine, essentiellement constituée d'invertébrés. Je vous ai mis ici différentes catégories, avec des petits crustacés d'eau douce marins, d'autres arthropodes, donc des insectes, mille pattes et araignées, et quelques vertébrés inférieurs, hein, notamment des amphibiens. Ici, c'est le protée, donc, qui a été pendant longtemps l'emblème du laboratoire, qui est élevé depuis la création du laboratoire en 1950, 54 exactement. On reviendra évidemment là-dessus, sur cette espèce-là qu'on a pas mal étudiée et que je continue à étudier un petit peu. Et ça concerne également des poissons, ici un poisson somalien de nappe phréatique. Pour dresser un petit peu un bilan de cette biodiversité à l'échelle globale, on a à peu près 7000 espèces, donc vraiment cavernicoles strictes, qu'on ne trouve sous terre. Donc c'est relativement peu par rapport à la biodiversité globale. On a 70 espèces de poissons à peu près. Vous avez cartographié ici donc, leur localisation géographique. Vous remarquerez qu'ils sont tous tropicaux, subtropicaux. On n'en a pas dans les zones tempérées à des latitudes plus nordiques ou plus au sud, très certainement parce qu'en fait, le métabolisme basal de ces poissons ne permet pas de survivre en milieu souterrain dans les zones où on a vraiment une pauvreté en matière organique. On a également quelques amphibiens, pas beaucoup, puisqu'on a seulement 8 espèces à l'heure actuelle recensées. Ce sont tous des tritons ou salamandres. Ça représente seulement 0,1% donc, du nombre d'espèces du groupe, du taxon. Il y en a une seule en Europe, c'est le protée, donc, que je vous ai présenté il y a quelques instants, et les 7 autres sont en Amérique du Nord. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas d'autres, mais ce sont simplement ces 8 espèces qui ont été décrites à l'heure actuelle à la surface du globe. Évidemment, il y a un gros biais dans la description de ces espèces, puisqu'on a eu des efforts de prospection et de description des espèces, surtout évidemment dans les zones occidentales, ce qui fait qu'en Europe, on regroupe 30% de la biodiversité mondiale, donc c'est vraiment un biais, hein, simplement lié à l'effort de recherche en Europe. Même chose en France, 10% de la biodiversité, avec 640-650 espèces que des invertébrés, hein, puisque le protée vit uniquement donc, dans, on va dire, l'ex-Yougoslavie, pour faire simple. Parmi la biodiversité française, à peu près autant, hein, on va faire simple, 50-50 de terrestres, donc ce sont les troglobies, et d'aquatiques, des stygobies, d'eau douce. On a très, très peu d'espèces marines, une ou deux seulement décrites, mais avec un taux d'endémisme qui est très fort. C'est-à-dire qu'en fait, l'endémisme, c'est la présence d'une espèce dans une localité particulière. Et là, dans 70% des cas, pratiquement, on a une espèce trouvée dans une grotte. Dans 25% des cas, on a une espèce trouvée seulement dans une grotte, donc vraiment très, 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 très locale.
On a une certaine hétérogénéité dans la répartition des espèces en France, vous le voyez, avec 2 régions biogéographiques majeures, qui sont des régions enfin, de massifs, hein, où évidemment l'histoire, notamment climatique, avec des alternances de glaciation, déglaciation marquées, ont contribué à cette forte biodiversité et cet endémisme notable. On va passer maintenant un petit peu aux caractéristiques des espèces suite à l'évolution et à l'adaptation dans ce milieu. Un des caractères principaux où on note une convergence évolutive évidente, c'est la dépigmentation. Alors évidente, pas tant que ça l'est quand on a des formes comme ça, comme cette petite écrevisse américaine, où on a une dépigmentation qui est irréversible, et donc l'animal du coup ne peut plus vivre à l'extérieur, il ne peut plus se protéger du rayonnement solaire. Ça l'est un peu moins chez les insectes, bien qu'il y ait une dépigmentation parfois irréversible, comme c'est le cas de ce petit coléoptère. À l'œil nu, ça ne se voit pas forcément parce qu'on a en fait un tannage de la cuticule, qui est le squelette externe chez les insectes, qui se fait au contact de l'air et qui donne cet aspect un petit peu ciré. Mais là encore, on est face à une forme qui ne peut plus vivre à l'extérieur puisqu'elle est incapable de se protéger du rayonnement solaire. Le protée, par contre, qui est ici, lui a une dépigmentation qui est réversible puisque une exposition à la lumière, donc ça on peut le faire expérimentalement très simplement dans la grotte laboratoire de Moulis, on s'aperçoit que donc exposé à la lumière, l'animal se pigmente, en quelque sorte il bronze, et trouve une pigmentation plus ou moins poussée en fonction de la durée d'exposition à la lumière. On ne sait pas trop pourquoi ce trait a été conservé. Il faut savoir d'ailleurs qu'on a une sous-espèce où la pigmentation persiste même en absence de lumière dans une des cavités où il a été trouvé. Autre caractère qu'on a un petit peu survolé déjà, c'est la régression oculaire qui peut être totale chez le protée, du moins à l'âge adulte. Ici, on ne voit absolument plus de traces d'œil. Alors chez le protée, la particularité, c'est que les larves éclosent avec des yeux fonctionnels. Donc la larve est capable de détecter de la lumière et d'utiliser donc cette information. On retrouve donc notre petit triton américain. Là, je rappelle que la larve donc, vit à l'extérieur et à l'issue de la métamorphose, la dégénérescence oculaire se met en place. Elle est très partielle. On voit encore bien sûr les structures chez l'adulte, vous voyez ici. On a plutôt un recouvrement de l'œil par le tégument qui l'empêche de voir. Chez les invertébrés, un trait spécifique qui est la tendance à la perte des ailes. Ici, donc, une petite blatte africaine, enfin, non, plutôt une grosse blatte africaine, la taille est assez conséquente, où en fait les élytres, qui est en fait la deuxième paire d'ailes qui recouvre la première, est soudée. Donc l'animal ne peut plus déployer ses ailes. Un autre exemple ici, avec un diptère italien. Vous avez ici la femelle, qui est très, très grosse par rapport au mâle, qui a totalement perdu les ailes. Le mâle est vraiment tout petit, avec une paire d'ailes, lui, et donc retrouve la femelle pour la reproduction, femelle qui est du coup sédentaire, se déplace peu. Autre caractéristique qu'on va un petit peu survoler, c'est la régression des rythmes, évidemment liés à l'alternance des radiations solaires, notamment de façon saisonnière, et donc une régression des rythmes saisonniers de reproduction et de croissance qui sont classiquement observés évidemment pour les espèces de surface. Alors, c'est pas si simple que ça en fait lorsqu'on creuse la question, parce que vous avez notamment ici l'exemple toujours de notre triton pyrénéen, d'une population souterraine, où on voit en fait des lignes d'arrêt de croissance régulières évidemment on serait tenté d'attribuer à une saisonnalité, mais c'est pas évident,
alors que ben, l'animal vit dans des conditions constantes, notamment climatiques. On retrouve la même chose également chez le protée, qu'on a pu élever donc dans notre grotte laboratoire. Donc, encore une fois, l'obscurité constante, dans des conditions climatiques stables, et là où on a pu contrôler la nourriture qui a été donnée régulièrement, et on retrouve également des arrêts de croissance. C'est moins évident parce qu'en fait, on y reviendra, le squelette est cartilagineux chez le protée, donc c'est moins évident de voir ça au niveau du tissu osseux, du squelette. Pardon. Une autre tendance forte, c'est la régression de la rythmicité liée à l'alternance jour-nuit, qu'on appelle le circadien. Donc, classiquement, à l'extérieur, on a une période de veille et de sommeil qui s'alternent. Veille le jour, sommeil la nuit, ou inversé. Hein, par exemple, c'est le cas des chauves-souris. Et donc, dans le milieu souterrain, donc on a une tendance à, enfin, du moins c'est théorique, à une régression de ces rythmes. Mais là encore, quand on creuse la question, c'est pas si simple que ça. Là, c'est un travail que j'ai fait chez le protée. Vous avez 3 patterns d'activité repos d'individus différents. On voit qu'ils sont tous effectivement ces patterns très différents. Et chez certains, on retrouve des rythmes centrés autour, vous voyez, de 19h, 49h. Chez le voisin, c'est 24, 69. Là, c'est encore autre chose chez le troisième. Donc, on a l'impression qu'en fait, on a une désynchronisation, mais maintien d'un rythme individuel. On ne sait pas trop qu'est-ce qui peut le caler. Autre trait qu'on trouve chez de nombreux cavernicoles, c'est la résistance au jeûne prolongé qui n'est pas volontaire comme chez Gandhi, bien sûr, hein, qui est liée aux faibles ressources alimentaires disponibles. Là encore, un travail qu'on a fait ici à Moulis il y a quelques années. Donc, on a comparé les performances du protée et du triton des Pyrénées à un jeûne prolongé. Et vous avez ici, donc verticalement, donc en ordonnée, donc le pourcentage de masse corporelle et horizontalement, donc en abscisse, la durée en jours. Vous voyez que le protée, finalement, perd seulement 15% de sa masse au bout de 8 mois et on obtient le même score chez le procte des Pyrénées au bout de 3 mois seulement. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Hein. On voit qu'il y a vraiment un degré d'adaptation qui est très différent entre les deux espèces, avec pour le protée des résultats assez étonnants. Dans la littérature, on trouve des mentions d'animaux, de protées, qui ont été maintenus en captivité pendant plusieurs années sans être du tout nourris. On a fait ça que pendant 8 mois, mais effectivement, a priori, le protée peut résister à des jeûnes beaucoup plus longs. Un petit peu associé à ça, c'est un ralentissement du métabolisme basal qui est bien posé par la théorie. Là encore, alors ça, ce sont des travaux très récents que j'ai menés là encore en comparant le protée et le procte des Pyrénées. Vous avez ici le score, donc c'est le niveau métabolique en ordonnée. Vous avez le score chez un euprocte qui a été capturé à la surface, donc qui est assez élevé. Et finalement, l'a acclimaté sous terre. Vous avez un an ici, 8 ans, donc d'acclimatation sous terre. Et on s'aperçoit finalement que le métabolisme diminue avec une acclimatation sous terre. On suppose que c'est lié à la stase climatique, hein, aux constances du climat sous terre qui lui permet donc d'ajuster son niveau métabolique. Mais vous voyez que cet ajustement est très très rapide. Donc en termes d'évolution, c'est un caractère qui peut très rapidement, au cours même de la vie de l'animal, favoriser la colonisation du milieu souterrain. On voit évidemment que ça rejoint des niveaux comparables aux euproctes qu'on avait capturés dans des grottes et pour comparer leur niveau métabolique. On ajuste finalement au niveau métabolique de ce qui est trouvé chez les cavernicoles. On a comparé également avec le protée, avec des scores beaucoup plus bas. Donc là encore, on confirme un degré en quelque sorte d'adaptation plus important chez le protée, qui est un cavernicole plus ancien.
On a des modifications assez générales du cycle vital avec un ralentissement du développement, une réduction du nombre de stades, notamment juvéniles, et un allongement de la longévité, souvent d'un facteur 5 à 10. Je vous ai présenté ici donc deux exemples chez un vertébré, un poisson, enfin un groupe dans une famille de poissons. Ce sont des espèces cousines. Vous avez ici un poisson donc de surface, hein, on voit il est pigmenté, oculé. Donc un cycle relativement court qui dure un petit peu plus d'un an, comparé donc à une espèce de la même famille qui lui est, où l'espèce est souterraine, on le voit dépigmenté, aveugle. Le cycle est étiré dans le temps avec donc ici une durée à peu près donc de 5 fois plus longue, et chaque stade hein, en fait est retardé. L'autre exemple présente donc le cycle chez un invertébré, où on a classiquement pour la forme peu spécialisée, l'espèce peu spécialisée, 3 stades larvaires, puis donc une mise en logette pour une phase de nymphose de cette larve, dernier stade larvaire, avant donc la métamorphose et pour donner donc l'individu. Alors que chez la forme très spécialisée, on a une contraction vraiment du développement, un seul stade larvaire qui se met tout de suite en logette pour se mettre en diapause. Et la larve ne s'alimente même pas, elle vit toujours sur les réserves accumulées dans l'œuf donc par la mère. Donc vraiment une contraction extrême ici du développement. Autre donc caractéristique qu'on a un petit peu survolé avec les exemples précédents, c'est une réduction de la fécondité. Donc globalement, moins de pondus par femelle à chaque épisode de ponte, beaucoup moins de pontes au cours de la vie des femelles. Donc globalement, très très peu de descendants générés par chaque femelle au cours de sa vie, comparativement bien sûr à des formes proches de surface. A contrario, on a bien sûr un investissement plus important dans la survie des jeunes avec une augmentation de la taille des œufs qui est très conséquente et qui accumule énormément de réserves. On l'a vu, ça permet notamment aux jeunes stades de pouvoir se développer sans chercher de la nourriture. Elles n'ont pas besoin de s'alimenter, elles peuvent survivre sur les réserves faites par la mère dans l'œuf. Autre caractère hein, dans la liste, c'est une tendance finalement à conserver des caractères de juvéniles à l'âge adulte. Je vous ai mis deux exemples où c'est relativement bien démontré. Bien sûr, chez les amphibiens, on a déjà vu le proté. Ben, ici, on a un autre triton du Texas qui a donc une persistance des branchies, alors que bien évidemment, en principe, tous les amphibiens font une métamorphose à l'issue de laquelle ils perdent les branchies et acquièrent des poumons. On a toujours un squelette qui est cartilagineux et vous voyez donc des caractères très grêles, des pattes grêles, des caractères vraiment très, très juvéniles. Également chez les poissons, où on a une calcification auquel ne succède pas donc une ossification. Donc on a finalement des formes qui sont nues sans écailles, classiquement chez les poissons cavernicoles évolués. Également assez spectaculaire chez certaines formes, c'est une compensation sensorielle en quelque sorte à la perte de la vision, avec chez les invertébrés des organes portés par des appendices, des organes olfactifs ou mécaniques qui sont très développés. Donc les appendices sont très très longs et on a une augmentation assez générale du nombre d'organes sensoriels par unité de surface et également un abaissement des seuils d'excitation. Et c'est assez général. Là encore, on a une convergence évolutive notable chez les arthropodes. C'est moins évident chez les vertébrés, mais ça existe aussi. Ici, de façon tout à fait anecdotique, on retrouve d'une façon assez générale quelques traits ancestraux qui persistent chez les cavernicoles. On ne sait pas trop pourquoi. C'est le cas de la bioluminescence. Je vous ai mis cet exemple ici d'un petit amphibien
qui, en fait, alors qu'il est aveugle, et de toute façon, il n'y a pas de lumière finalement pour exciter cette bioluminescence, et ben, voilà, fait un pattern qui semble être significatif, mais qu'on ne comprend pas du tout, et qu'on attribue donc à la persistance de caractères ancestraux, qui n'ont pas eu prise, évidemment, à la sélection. On passe à la dynamique des populations, hein, qui est évidemment conditionnée par toutes ces contraintes et tous ces traits adaptatifs. D'une façon générale, ben, évidemment, on a des populations qui, du coup, ont de très, très faibles densités du fait des faibles ressources alimentaires disponibles, des effectifs réduits, hein, bien sûr, et des taux de renouvellement générationnel très bas. On a, pour les formes les plus évoluées, une tendance à un cul-de-sac évolutif du fait qu'elles ont du mal à revenir en arrière, hein. Les formes qui, par exemple, sont dépigmentées de façon irréversible ne peuvent plus finalement ressortir à l'extérieur. Et on a également, d'une façon très générale, de fortes variations génétiques interpopulationnelles. Et si on se place au niveau des espèces, évidemment, ça corrobore l'endémisme important que l'on retrouve. Là, l'exemple d'un travail qu'on a fait il y a quelques années encore sur le procte des Pyrénées, où on a donc étudié par une certaine technique, peu importe laquelle, on a essayé de calculer la distance génétique entre différentes populations, tant de surface que souterraines, qui conduit à un indice de différenciation qui est très très fort lorsqu'il est supérieur à 0,25. Hein. L'indice se situe entre 0 et 1, et à partir de 0,25, on considère qu'il est très très fort. Alors, sans regarder dans le détail les chiffres, simplement en jetant un coup d'œil rapide, on s'aperçoit que dans pratiquement tous les cas, on a des indices qui sont très très élevés, qu'on a du mal à expliquer, mais qui sont vraiment le reflet d'une différenciation extrême, qui signifie que les populations sont isolées les unes des autres, même celles qui ont une distance géographique qui est peu importante, donc des populations qui depuis très longtemps n'échangent plus de gènes et donc sont isolées et ont tendance à, du coup, on va dire, à une certaine consanguinité. Alors, tout cela va avoir évidemment des conséquences en termes de conservation de ces espèces ou des populations concernées. Conservation qui est vraiment un sujet puisqu'on a vraiment des menaces sur les habitats, voire directement sur les espèces. Ces menaces sont diverses. On a évidemment la destruction directe des habitats qui est possible par les grandes excavations qui se font encore à l'heure actuelle dans certaines régions. Hein. C'est évidemment, on peut pointer la Chine à ce niveau-là. Également la mise en charge des karstes pour l'hydroélectricité qui va du coup noyer les habitats terrestres et les faire disparaître. Ou au contraire, lorsqu'on puise de façon excessive dans les nappes et les cours d'eau, donc on va assécher les habitats aquatiques. Donc dans certaines régions, on a de grands travaux qui évidemment donc détruisent assez massivement donc ces différents habitats. La pollution est également concernée depuis tout temps. Alors pollution par infiltration, hein, puisqu'on a vu que en fait par la percolation, l'infiltration, tout descend sous terre finalement, donc on va accumuler les polluants, mais aussi de tout temps, il a été très facile de se débarrasser de tous ces déchets en les balançant dans les gouffres. On a une menace également qui est liée à... Hop, j'arrive à la fin du temps. Une menace qui est liée également à la fréquentation de ces cavités, qui peut provoquer un dérangement. C'est surtout évidemment documenté pour les chauves-souris et également pour les grottes touristiques où on a implanté des éclairages un peu partout. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais dans certains grands systèmes visités en Chine, c'est absolument catastrophique. Et également aussi des prélèvements de faune qui ont été effectués par les collectionneurs, mais aussi évidemment par les chercheurs. Hein. Et effectivement, dans un contexte de fort endémisme où on a parfois une espèce qui n'est connue que d'une cavité,
des fois, on a du mal à retrouver cette espèce, très certainement parce qu'elle a été beaucoup prélevée dans le seul site où elle était référencée. Malgré tout, donc on a un travail à l'heure actuelle, mais de longue haleine, de conservation, qui passe par le biais de dispositifs qui sont locaux. Donc ça peut être des arrêtés de biotopes portés par les préfets, jusqu'au niveau donc, européen, avec une reconnaissance donc par la Convention de Berne, qui finalement est assez récente. C'était effectivement une catégorie d'environnement qui avait été totalement négligée jusqu'il y a à peu près une dizaine d'années. Voilà, j'en termine. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci Olivier, merci beaucoup. Donc, si vous voulez poser des questions, allez-y, c'est à vous. Oui, bonjour Olivier. Bonjour. C'est Guillaume Marty du LRSV. Je me demandais, au niveau des études du microbiome de ces grottes, est-ce que vous tapez là-dedans aussi ou pas du tout? Ah non, pas du tout. C'est Ok, effectivement un point de recherche qui, à l'heure actuelle, n'est pas du tout exploité. d'accord. Et c'est envisageable ou c'est compliqué? C'est quoi les limites? Euh, Alors, la difficulté, c'est, alors si on parle du biome qui est porté par les organismes, c'est vrai que la difficulté, c'est que d'une façon générale, on a très très peu de réplicas sur les populations naturelles, parce qu'on va arriver à trouver que quelques spécimens de ces populations naturelles pour la plupart des espèces. Donc c'est effectivement compliqué à ce niveau-là. Après, c'est possible par la mise en élevage, mais là, on rentre dans tous les biais possibles, quoique ça permet de standardiser aussi. Mais je dirais qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose qui, à l'heure actuelle, dans laquelle personne ne s'est engagé. Vraiment. Ah ouais, C'est lié. d'accord. Donc on peut y aller. Voilà. Ok, merci. Merci. Olivier, il y a une question d'une personne, là tu la vois, là, qui n'a pas de micro. Est-ce que vous êtes en collaboration avec la FFS, Fédération française de spéléo, qui fait des expéditions un peu partout dans le monde? Alors, oui. Donc, ils permettent notamment, même au niveau local, hein, au niveau des Pyrénées, de nous faire remonter des données d'observation, parce qu'effectivement, les spéléos, ce sont ceux qui sont plus présents sous terre. Et il y a aussi pas mal de biospéléologues hein, qui sont adhérents des fédérations et qui prospectent du coup à l'occasion d'expéditions, tant au niveau local qu'international. Donc, en termes de découverte d'espèces, effectivement, l'organisation d'expéditions spéléo, vraiment pure et dure, où soit ils nous ramènent des échantillons, soit il y a des biospéléologues qui accompagnent, ben, ça permet finalement, à chaque fois, à coup sûr, de décrire de nouvelles espèces qui sont plus ou moins, comme je précisais, inféodés au milieu souterrain. Ça dépend de la profondeur à laquelle ils vont. Mais on arrive toujours finalement à découvrir des spécimens qu'on ne connaissait pas auparavant. À chaque expédition, c'est le cas. Avec le bémol qu'effectivement, souvent, les expéditions spéléo pour l'exploration vont très, très profond. Et quand on atteint ces profondeurs-là, il y a vraiment plus de matière organique pratiquement qui arrive à atteindre ces profondeurs-là. Et du coup, on a très très peu d'espèces qui sont vraiment situées dans les grands réseaux profonds. La plupart des espèces que l'on trouve, c'est à proximité de l'entrée. Et ce n'est pas forcément je dirais, la partie du réseau qui intéresse les spéléos. Mais malgré tout, c'est toujours intéressant. Merci. Moi, j'ai une question par rapport aux protés.
Tu sais, donc voilà, d'après ce que tu dis, c'est par rapport à leur longévité exceptionnelle. Donc tu nous avais dit, là, quand on a répété, qu'à part le fait qu'ils font rien de la journée pour vivre aussi longtemps, est-ce qu'il y a autre chose qui peut être mis en avant pour expliquer cette exceptionnelle longévité? Alors, pour l'instant, effectivement, malheureusement, on n'a rien trouvé. On aurait aimé trouver effectivement un mécanisme particulier, mais non. Ce qui se passe, c'est qu'on a un animal donc, qui devient adulte à partir de 15-20 ans à peu près et qui semble être en capacité de vivre 80-100 ans. Ça reste théorique parce qu'à l'heure actuelle, en élevage, on n'a que 65 ans de recul. Donc, on n'a pas encore réussi à élever des animaux centenaires, mais ça reste quand même quelque chose de tout à fait probable par rapport à nos modèles. Par rapport à sa masse, parce qu'en principe, on a une bonne corrélation entre la masse et la longévité, il est hors norme. Donc, on se serait attendu effectivement à trouver des mécanismes particuliers. Alors, la première chose qu'on a cherché, c'est en fait des indicateurs de stress. Or, ces scores ne sont pas particulièrement différents d'autres formes. On a regardé aussi donc la présence d'antioxydants. Là, pareil, rien de particulier. On a vu que son niveau métabolique était un peu abaissé, mais pas de façon si spectaculaire que ça. Ça a resté vraiment une surprise d'avoir un niveau finalement qui reste quand même assez élevé. Pour vous donner une idée, il est à peu près comparable à celui d'un axolote mis dans les mêmes conditions. Donc, c'est un axolote, vous connaissez peut-être, c'est presque une espèce modèle de triton salamandre aquatique. Donc voilà, pas de mécanisme particulier, ce qui, en fait, moi, me fait proposer l'hypothèse, effectivement, que, en fait, comme il ne fait rien de sa journée, parce qu'avec l'ensemble de ses aptitudes, notamment à jeûner, à détecter très rapidement ses proies, à s'orienter très facilement grâce à une carte olfactive, il s'économise à l'extrême tout au long de sa journée, avec parfois des animaux qui n'ont que 5 minutes d'activité par jour. Et donc, son niveau métabolique, de fait, est abaissé et tout au long de sa vie. Par ailleurs, il a un très faible investissement dans la reproduction. On a une reproduction en moyenne. Alors, c'est une moyenne sur l'ensemble des données d'élevage, en moyenne tous les 10-12 ans. Donc, ce n'est pas beaucoup au cours de la vie. Voilà, en gros, le farniente C'est la solution. voilà, une stratégie efficace pour vivre vieux. Avec le bémol qu'évidemment, ce sont des organismes à sang froid, hein, donc pas comme nous, homéothermes, qui devons maintenir notre température corporelle à un certain niveau, donc ce qui est très coûteux en énergie. Lui, en fait, son métabolisme s'adapte à la température. Et là, on est sur des températures quand même relativement fraîches, qui sont, on va dire, situées entre 10 et 15 degrés. Ok. Alors, est-ce que tu les vois les questions, Olivier, aussi? Non, Alors, il y a une question de... Alors, comment expliquer la faible diversité des taxons représentés dans ce milieu? C'est quoi les taxons? Alors, pour faire simple, le petit nombre d'espèces. Alors, ça, c'est évidemment un mystère. La théorie, évidemment, met en avant que le milieu est tellement contraignant qu'on a relativement peu d'espèces qui ont été en capacité de coloniser le milieu souterrain. Par contre, on a aussi l'hypothèse tout à fait valable qu'on est en fait en manque de prospection. Hein, comme je disais, on connaît très très mal l'ensemble des habitats souterrains. On a à peu près que 12% peut-être qui ont été, je ne vais même pas dire prospectés, mais référencés. Donc on a vraiment un manque de données là-dedans. Et si on associe ça avec l'hypothèse d'un fort endémisme, on est peut-être au contraire dans une configuration où on a une grande biodiversité, mais on n'arrive pas à l'atteindre. Un petit peu comme ce qui se passe dans les grandes forêts tropicales, où on a des espèces très localisées, mais noyées dans une masse considérable qu'on n'arrive pas finalement à explorer. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Olivier? Ou est-ce qu'on en reste là? Ça a l'air bon.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Olivier, pour cette explication. Avec plaisir. Tous ces bêtes. Bon, c'était super intéressant. Je te remercie beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Donc, la présentation d'Olivier est enregistrée. Donc, on la mettra sur le site de l'AFR. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.